en a bien besoin, la diplomatie. Bonsoir Jérémy Gallon. Bonsoir. C'est vous qu'on retrouve évidemment tous les lundis pour l'Arène diplomatique. Jérémy, le premier sommet entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe qui réunit donc l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Oman, le Koweït ou encore Bahreïn s'est tenu à Bruxelles la semaine dernière. Jérémy, quels étaient les enjeux de ce sommet tout d'abord ? Alors revenons un petit peu en arrière. Il y a un peu plus de 2 ans, en mai 2022, un partenariat stratégique a été conclu entre l'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe. Quelle était l'ambition à cette époque ? L'idée était de dire qu'au moment où la Chine, les États-Unis ferment de plus en plus leur marché à l'Europe, il faut bâtir des liens, renforcer des relations avec d'autres puissances qui sont en train d'écrire l'histoire, et le Golfe en fait partie. Le Golfe, c'est d'ailleurs une puissance aujourd'hui dans son ensemble qui est l'objet d'une rivalité géopolitique croissante, notamment entre les États-Unis et la Chine. Pendant longtemps, ça a été une chasse gardée des États-Unis, et notamment depuis le pacte du Quincy, qui avait été conclu le 14 février 1945 entre le roi Ibn Saoud d'Arabie Saoudite et le président américain à l'époque, Franklin Delano Roosevelt. Mais ce qu'on a vu au cours des dernières années, c'est que ça a beaucoup évolué, parce qu'aujourd'hui, la Chine accroît considérablement son influence économique et diplomatique dans la région. Sur le plan économique, ça s'explique très bien. Alors que les États-Unis sont devenus exportateurs de pétrole, de gaz naturel, aujourd'hui, la demande en matière d'énergie pour le Golfe vient d'abord d'Asie, de Chine, d'Inde, du Japon, de Corée du Sud. Et donc, ils regardent vers l'Asie. Et ce qu'on a vu en mars 2023, et ça avait été une surprise pour le monde, c'est quand il y avait eu le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ça avait été annoncé à Pékin, et l'effort diplomatique avait été mené sous l'égide de la Chine. Et donc, dans ce contexte-là, l'Union européenne dit qu'il faut absolument qu'on bâtisse une relation diplomatique avec les pays du Golfe. Alors, vous avez déjà des États membres qui ont des relations très fortes avec certains pays du Golfe. La France, par exemple, des accords de défense avec les Émirats Arabes Unis. Mais l'Union européenne doit aujourd'hui jouer sur son atout, c'est-à-dire la relation commerciale. Justement, quels ont été les résultats concrets de ce premier sommet, Jérémy ? Alors que du côté saoudien, il y avait notamment le prince héritier qui était présent, Mohamed Ben Salman. Alors, si on lit le communiqué à l'issue du sommet, il y a peu de résultats tangibles, c'est beaucoup de très belles formules diplomatiques. Sur le plan géopolitique, ça n'est pas une surprise. On savait très bien que les pays du Golfe n'allaient pas changer leur position, par exemple sur l'Ukraine. Cette position, c'est une position de quasi-neutralité. Ils considèrent que c'est un conflit entre occidentaux. Par ailleurs, Moscou demeure pour les pays du Golfe un partenaire important, par exemple dans le cadre de l'OPEP+. Ça ne veut pas dire qu'ils s'alignent sur la rhétorique du Kremlin, mais ça veut dire qu'ils appellent simplement un respect de la Charte des Nations Unies. Sur le conflit au Moyen-Orient, ils appellent là aussi sans surprise à une cessation immédiate des hostilités, aussi bien à Gaza qu'au Liban. En revanche, ça devient beaucoup plus intéressant sur le plan de la coopération énergétique et commerciale. Et là aussi, il faut revenir un petit peu en arrière. Dès 1990, l'Union européenne, qui à l'époque s'appelait la Communauté économique européenne, avait engagé des négociations commerciales avec le Conseil de coopération du Golfe pour avoir un grand accord commercial. Pour diverses raisons, ces discussions ont patiné et en 2008, on les a mises en pause. Ce qui a été décidé la semaine dernière, et ça c'est très important, c'est qu'elles vont être réactivées et que maintenant il y a l'ambition d'un grand accord global de commerce et d'investissement entre les pays du Golfe et l'Union européenne. Et vous soulignez que Mohamed Ben Salman, donc le prince héritier, l'homme fort d'Arabie Saoudite, était à Bruxelles. Ça dénote une certaine rivalité au sein du Conseil de coopération du Golfe, parce que autant l'Arabie Saoudite soutient cet accord entre blocs, autant les Émirats Arabes Unis de Mohamed Ben Zayed, l'homme autre fort de la région, eh bien, lui favorisait plutôt un accord bilatéral entre les Émirats Arabes Unis et l'Union européenne. Pourtant, Jérémy, malgré ces désaccords de fond, vous pensez que ce sommet est un premier pas important, vous le dites, dans le renforcement aussi des relations entre l'Union européenne et ces pays du Golfe. Oui, je pense que ce sommet a une réelle importance symbolique. D'abord, c'est important en diplomatie que des pays expriment leur volonté, là en l'occurrence des blocs, de renforcer leurs liens. Et puis, deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand on parle du Moyen-Orient, en fait, on parle de 2 Moyen-Orient. Et ça a été très bien mis en évidence par une chercheuse américaine, Karen Young, dans un article publié cet été dans Foreign Affairs, qui dit, en fait, si on regarde le Moyen-Orient, très souvent, on se trompe en parlant du mythe d'une économie du Moyen-Orient. Le fait est qu'il y a un Moyen-Orient qui est en proie à la guerre, dont les populations souffrent économiquement. C'est celui du Yémen, c'est celui aujourd'hui du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de puissances aussi qui ont des ressources énergétiques fortes, mais qui ont été mal gouvernées, où il y a eu des problèmes de gouvernance. Si on étend à l'Afrique du Nord, c'est le cas de l'Algérie, c'est aussi le cas de la République islamique d'Iran. Et puis il y a un autre Moyen-Orient qui économiquement, depuis maintenant plusieurs décennies, s'est considérablement modernisé, notamment sur le plan économique, en mettant en œuvre des réformes structurelles. C'est le cas de l'Arabie Saoudite, c'est le cas des Émirats Arabes Unis, c'est le cas du Qatar et d'autres puissances, et ça recouvre en particulier le Conseil de coopération du Golfe. Et ce sont des puissances avec lesquelles aujourd'hui l'Union européenne cherche à bâtir des liens plus forts, parce que c'est là où il voit des opportunités économiques. Et d'ailleurs, ce qui est frappant, c'est que depuis le début de la guerre au Proche-Orient,
en fait, ces économies n'ont quasiment pas été affectées par la guerre. Dès lors que leur territoire n'est pas touché, dès lors que le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique, demeure libre pour la circulation des marchandises, leur économie continue de croître et de prospérer. La question qu'on ne peut pas omettre ce soir, Jérémy, c'est celle des droits de l'homme, parce que oui, il y a un certain nombre de critiques aussi qui ont été émises, notamment suite à l'avenue de Mohamed Ben Salman et cette poignée de main avec Charles Michel et Ursula von der Leyen, non ? Alors vous avez tout à fait raison, c'est une question essentielle et qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas omettre. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'États du Golfe n'ont pas la même vision que les pays européens de la démocratie, de l'état de droit, du droit des femmes et de bien d'autres questions essentielles. Et donc, il faut les prendre en compte quand on dialogue avec ces puissances. Mais j'aimerais juste rappeler 3 points. Le premier, c'est que la diplomatie, par définition, ça consiste à parler, à échanger, à bâtir des liens avec des puissances qui n'ont pas toujours les mêmes valeurs que nous. Ça ne veut pas dire se compromettre, ça ne veut pas dire nécessairement entrer dans des relations d'amitié avec ces puissances, mais c'est bâtir des ponts pour défendre les intérêts de nos concitoyens là où c'est nécessaire. C'est le premier point. Et si l'Europe aujourd'hui devait bâtir sa diplomatie uniquement avec des puissances qui ont les mêmes valeurs que nous, la diplomatie européenne serait très faible. Le deuxième point, qui à mon avis est très souvent sous-estimé dans le débat public, c'est le coût de l'impuissance diplomatique. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si on regarde au moment de la crise syrienne, crise qui a révélé le fait que l'Union européenne n'a plus quasiment aucune influence aujourd'hui au Proche-Orient. Le fait est que les dirigeants européens faisaient des communiqués quasiment chaque semaine, condamnant les exactions, etc. Ça leur donnait peut-être bonne conscience, mais sur le terrain, ça n'améliorait pas la vie des gens, ça ne préservait pas la vie des populations qui étaient victimes des exactions du régime de Bachar el-Assad, de l'État islamique ou d'autres factions. Et donc je crois qu'il y a une vraie question, un vrai enjeu pour l'Union européenne aujourd'hui, qui est de comment on rebâtit de l'influence dans cette région et dans d'autres régions du monde qui nous permet, lorsque les circonstances l'exigent, en période de crise et notamment sur le plan humanitaire, d'avoir un vrai impact. Et puis, troisième point, faisons quand même preuve également d'humilité, nous, Européens. Je pense que sur la question de la démocratie, sur la question de l'état de droit, nous ne sommes pas toujours exemplaires, loin de là. On peut penser à l'exemple hongrois, mais il y a beaucoup d'autres exemples à travers l'Union européenne. Et donc, je pense que c'est aussi une question qu'on doit avoir à l'esprit. Et puis, plus généralement, la diplomatie ne peut pas se faire uniquement sur la morale. Elle ne peut pas non plus se faire uniquement sur les intérêts. C'est cet équilibre très difficile à trouver, constamment mouvant entre nos valeurs et nos intérêts. C'est ce qui rend la diplomatie si compliquée, mais aussi si passionnante. Ouais, et puis c'est un spécialiste d'Henry Kissinger qui dit ça, évidemment, pour ceux qui ont les références. Merci Jérémy Gallon. La Reine diplomatique, c'est tous les lundis sur LN24 dans Bon sur le débat, puis en permanence, quand vous le souhaitez, sur LN24.be.